voilà, sur la colbophilie, un petit peu le débat qu'on a souvent entre nous, c'est qu'on a connu la colbophilie de nos pères, c'est-à-dire qu'on était habitués avec nos parents que le pigeon soit au centre de la famille, dans une société où le père travaillait, la maman était à la maison et nous on était autour de là et on avait très peu de dérivatifs à part le sport, quelques heures par semaine, et le pigeon était au centre, une sorte de joie, de partage, avec quelques concours qui démarraient en général du mois d'avril jusqu'au mois de juillet. Donc comme on partait très peu en vacances, le samedi dimanche, le fait d'entendre des pigeons, c'était vraiment le plaisir. Donc ensuite il y a eu cette évolution de la société à travers nos vies de tous les jours, puisque nous trois on a dû s'expatrier un petit peu à travers moi, à travers mon travail. Claude c'est la même chose, il quitte un petit peu cet environnement familial, et bien sûr avec des épouses qui travaillent et qui demandent autre chose que le samedi dimanche travailler, regarder un petit peu les pigeons. Donc cette évolution de la société a fait que la colbophilie a totalement changé. Et c'est pour ça qu'indirectement, le fait de se réunir comme ça, pour les contraintes, et surtout pour les contraintes familiales, c'est un plus aussi. C'est-à-dire qu'on peut se permettre, en étant 4, que tout le monde puisse partir en week-end, en gros, quand il veut, et en vacances scolaires, quand il veut. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, puisque tout le monde veut rester un peu chez soi. Mais nous, cet avantage, on l'apprécie, parce qu'on est dans une société qui, malheureusement, qui change totalement, et que la colbophilie est devenue aussi un passe-temps qui demande beaucoup de sacrifice de présence, puisque c'est 365 jours par an, c'est un sacrifice aussi sur le plan budgétaire, et ça crée un petit peu de temps en temps des conflits. Donc le fait de se réunir, de partager les sommes, de partager le travail comme nous, et de partager aussi nos loisirs. Rien qu'au niveau des veufs, on a 7 pigeonniers de veufs, 7 fois en moyenne une dizaine de pigeons, donc on a facilement 80 veufs, une trentaine de célibataires mâles et 25 célibataires femelles. Donc ça fait énorme. 150 pigeons de jeu, donc c'est beau. Vieux. On va faire à peu près 150 jeunes, donc ça fait à peu près 300 pigeons au jeu pour l'année 2021, puisque les jeunes... On est conscient que c'est... Et à peu près 150... C'est trop. C'est trop. Ah, c'est trop. C'est trop. Ah non, mais là on est conscient, c'est parce que... On est encore en la recherche, donc on est un petit peu... Pas la recherche, parce qu'il y a Bruno qui est quand même un gars qui aime bien acheter, qui aime bien toujours, alors que je dis on en a assez, mais toujours un peu s'étendre, on est obligé de le freiner un petit peu, mais il faut être clair que qui trop embrasse mal les trains, on dit toujours, et je pense qu'il faut qu'on arrive à diminuer le nombre. Et on jouera aussi bien avec un nombre, le jour où on en aura la moitié, on jouera. L'objectif c'est de démarrer une saison avec 80-100 voyageurs, c'est le but. Je pense qu'on va y arriver dans les 2 ans qui suivent. Une 25-30 pigeons de production et faire une centaine de jeunes à 100 à 120 par an. Voilà, pour limiter. Et puis de nouveau, parce qu'il ne faut pas qu'on tombe, comme on disait au départ, dans l'esclavage. C'est l'esclavage. Voilà. Et voilà, il faut qu'on prenne son plaisir. Et ça a toujours été ça, l'amitié, le plaisir de jouer au pigeon, la recherche du pigeon, parce que Bruno est vraiment un colbiculteur qui adore ça, mais c'est vrai, c'est le but, voilà, c'est de prendre plaisir avant tout. Donc s'il y a trop de pigeons, trop de contraintes, ça devient trop lourd. Ça devient trop lourd. Donc le but c'est ça, dans les 2 années qui viennent, de diminuer la colonie, et avec pour objectif de jouer les 600, et surtout préparer peut-être les femelles sur les internationaux. Alors au départ, quand on s'associait, que ce soit avec Bruno, on dispose chacun à peu près de 150 à 200 pigeons. Et peut-être Bruno un peu plus, parce que Bruno était avec son père, donc son père qui était aussi colobophile. Donc Bruno avait des pigeonniers chez lui, chez son père, et moi j'avais des pigeonniers chez mon père. Donc on était à peu près à 500-600 pigeons. Voilà. Donc par la force des choses, il y a un moment on a dit, en plus Bruno habitait à Los Angeles, donc on avait des problèmes de management, donc on disait simplement, on a trouvé cette solution-là de tout centraliser. Ensuite, on a vu que c'était encore trop de contraintes pour le jeu, parce qu'il fallait partager au départ les jeunes lors du sevrage, entre le pigeonnier là, donc c'est un peu... Et on a décidé du jour au lendemain de dire, voilà, on va tout centraliser, tous les pigeons, ici, voilà, à Morchin, les pigeonniers de jeu, et même les pigeonniers producteurs pour 2021. Il fait que tout centraliser ici, au niveau de cette habitation.
Alors les lignées, un peu c'est une lignée des trois pigeonniers. Et ce qui est bien, c'est ça qu'on arrive à trouver un courant ensemble. C'est-à-dire que si je vous parle de Claude avait une ligne extraordinaire, il faut le dire, extraordinaire, qui avait acheté dans les années 90-93 chez... J'avais été chez Roger Delove à Nivelles, voilà. Et franchement, on avait trouvé les monsieur Delove cultivaient les Engels Verbruggen, les Flor Engels et les Verbruggen, qui étaient vraiment des très forts joueurs du grand demi-fond en Belgique. Et il avait fait un premier prix National Bourges, et en allant chez lui l'année qu'il a fait le premier National Bourges, l'année d'après, on a pu acquérir toute une lignée de pigeons avec des neveux, des nièces de ce premier national, et on a réussi vraiment à trouver un couple en or, comme disait le docteur Lemayeux, le vétérinaire qu'on allait voir. Il disait vous avez un couple en or, et qui est quand même encore maintenant, alors on va dire 30 ans après, parce que c'est des pigeons qu'on a introduits dans les années 90, et 30 ans après, ces pigeons-là se font encore souche. Donc on dirait, si on veut reculer un petit peu en arrière, on dirait que dans les années, il est né en 2005, ce pigeon que je vais parler, c'est Spiros. C'était vraiment un pigeon exceptionnel qui, de l'âge de 2 ans à 5 ans, a volé Perpignan avec des résultats de 1er, 6e, 8e et 78e national. Donc un pigeon extraordinaire, mais il ne faisait pas prix qu'à Perpignan, puisqu'il faisait prix à son premier concours à 150 km, il faisait la tête à Saint-Junien, c'était un pigeon extraordinaire. Il a été 2e as pigeon européen sur les 4 Perpignan de 2007 à 2010. Ça c'est plus ancien. Et dernièrement, nous avons eu El Toro, un pigeon, donc là les pigeons modernes avec l'origine de chez Bruno, avec les Norbert Ali, les Verrecariens, et là vraiment un pigeon d'une puissance. D'abord au départ quand on l'a fait, on dit il était très musculeux, on a dit va-t-il savoir tirer sa masse musculaire, et c'était un genre de Ben Johnson, un pigeon qui a un premier prix Nord-Pas-de-Calais, qui en a laissé 2 sur le toit. Il y a 2 deuxièmes prix, il a été oublié dehors. Il y a un premier prix d'arrondissement, il y a 4 deuxièmes prix de sous-groupement, et vraiment des prix. Toujours la tête, un pigeon extraordinaire, dont la grande référence, c'est sur un Saint-Junien, il est venu faire premier avec 17 minutes d'avance. Ça a étonné beaucoup de monde, ça a interlocuté vraiment beaucoup de gens qui se posaient des questions. Mais il l'avait fait, 17 minutes d'avance. Même nous, la journée-là, on avait fait une super constatation. Mais quand on a vu l'écart entre le premier et le deuxième, on constate mal, on était presque déçus. Puis après, non, c'est que les autres étaient bien. Le deuxième, il doit faire 12e Nord-Pas-de-Calais. Et un jeune d'un an, le premier jeune d'un an fait 7e Nord-Pas-de-Calais. Mais il avait mis un quart d'heure à tout le monde. Et ça, c'était El Toro, un pigeon hors norme. Hors norme.